Alors, merci à tous pour s'être joints à ce nouveau webinaire. Il y a quelques semaines, vous avez été nombreux à nous suivre sur le webinaire et la conduite de changement. Alors, nous verrons à la fin de ce webinaire qu'effectivement, vous allez pouvoir retrouver tous ces enregistrements qui sont à votre disposition depuis le site web et depuis notre chaîne télé. Aujourd'hui, et dans la suite finalement de notre partage au regard de l'usage du DAM, nous avons le plaisir d'accueillir Sylvie Fodor et j'animerai ce webinaire avec Malika. Bonjour Malika. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sylvie. Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour commencer, finalement, un grand merci, bien entendu, à toi, Sylvie, de nous apporter ton expertise, ton expérience au regard de la gestion des droits et des usages. Je crois que l'année en tout cas, qui vient de se dérouler a vu l'augmentation du e-commerce et d'autant plus le droit, la gestion des droits et des usages au regard de ces contenus. Et il était important, en tout cas, de remettre un petit peu d'ordre et en tout cas de vous partager ces bonnes pratiques. Mais avant de commencer, finalement, de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter à notre auditoire. Okay. Bonjour, donc je m'appelle Sylvie Fodor. Je suis directrice du CEPIC, directrice générale du CEPIC. Le CEPIC est une fédération européenne d'agences de photos. Donc, on a des membres dans toute l'Union européenne. Je suis en charge du CEPIC depuis pas mal de temps avec divers chapeaux, diverses fonctions. Et donc, j'ai été en contact avec les usages et le droit de l'image depuis au moins facilement 25 ans si on prend ma carrière d'avant CEPIC. Voilà. Et donc, c'est avec cette expertise que je fais une présentation aujourd'hui. Merci bien, Sylvie. Maintenant, Malika, comme on l'avait fait sur notre dernier webinaire, je pense qu'il est intéressant de repréciser, au regard notamment du lancement d'Active au mois d'avril, de repréciser un petit peu l'ADN à nos participants. Voilà, alors tout d'abord, je voulais aussi remercier chaleureusement Sylvie de participer à ce webinaire. Sylvie, on se connaît depuis une quinzaine d'années. Je crois qu'on a fait quelques capitales européennes dans le cadre du CEPIC. Et de ma vie antérieure au niveau des dames et des agences photo. Avec Frédéric, nous avons monté Activo, qui est un cabinet de conseil. On est vraiment spécialisé dans les solutions dames, notamment. On a, à nous deux, un peu moins de 50 ans d'expérience dans la mise en place de solutions dames. On a une belle équipe qui nous accompagne également sur le déploiement, sur les RFP que nous menons auprès de nos clients. Voilà. Donc, nous les accompagnons pour trouver la meilleure solution au regard de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs contraintes. Cabinet de conseil, on fonctionne essentiellement autour des solutions et des actifs numériques des entreprises, donc de la production, de la gestion du flux, de la production jusqu'à la diffusion. Donc ça sous-entend des solutions de PIM, DAM et CMS. Donc vraiment l'ADN d'Activo, c'est vraiment l'expérience client, la satisfaction des utilisateurs et le parcours métier de nos clients. Donc globalement, on les aide à trouver la meilleure solution et on fait surtout en sorte qu'elles correspondent aux besoins et aux attentes et qu'elles soient bien prises en main par les utilisateurs. Donc d'où le précédent webinaire concernant en fait toute la partie change, puisque oui, on arrive à trouver une solution, on arrive à faire en sorte qu'elle réponde aux besoins des utilisateurs. Encore faut-il qu'elle soit vraiment prise en main et que l'onboarding des équipes se fasse et dure dans le temps. Donc, au niveau de notre équipe, comme je le disais, nous sommes 3 dames experts avec Frédéric et Asdine et moi-même, avec un niveau de compétence qui allie en fait
la partie fonctionnelle, le métier de nos clients et la partie technique. Se sont joints à nous Catherine qui s'occupe de la partie change, donc tout ce qui est conduit du changement que nous menons aujourd'hui, avec Léa en chef de projet digital et Caroline en gestion de contenu. Aujourd'hui, nous travaillons avec qui? On travaille globalement avec tout type d'entreprise. Donc, ça va des marques qui ont un besoin de gestion et de mise à disposition de contenu pour vendre leurs produits ou tout simplement pour communiquer en interne et en externe par rapport au métier de l'entreprise. Donc, on travaille avec des marques, avec des entreprises dans le luxe, des agences photo, des agences de communication et la grande distribution. Donc, parmi nos références, on va retrouver, alors pour chacune, en fonction du type de projet sur lequel nous sommes, soit on est complètement en étude en amont pour les accompagner sur l'expression de besoin, définir un peu, faire le tour des besoins du client, le tour des solutions du marché et lancer un appel d'offres. Donc, on retrouve le Centre des Monuments Nationaux, l'Assemblée nationale, Radio France. Et puis, on est aussi sur des projets où concrètement, on met en place des plateformes et on accompagne les utilisateurs jusqu'à la formation et l'onboarding et le mode run. Voilà. Alors, merci Malika. Donc, effectivement, un panel de références assez varié qui va aussi bien depuis l'agence et jusqu'aux marques avec toute une granularité dans le métier et la conduite de projets d'âme. Chose également importante qu'on aime souvent partager aussi avec vous, c'est notre attachement aussi finalement à ce qui fait la fondation autour du DAM. Et il y a une dizaine d'années, Marc Davy avait lancé la DAM Foundation. Et depuis quelques années, en tout cas, nous sommes aussi associés à son initiative, qui est toujours bonne dans tous les cas pour partager, diffuser ce qu'on appelle le DAM Maturity Model, basé sur notamment les 10 core qui permettent véritablement de valider un système DAM. Et aujourd'hui, il faut savoir que parmi les solutions présentes du marché, 1 sur 2 ne passe pas ces tests. Donc, on est au-delà des Gartner et Forrester de ce monde qui sont une autre approche. Là, on est dans une approche beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus proche de l'expression de besoin du client. Et toute cette stratégie, finalement, s'appuie en différentes étapes afin d'analyser, auditer les ressources, comprendre véritablement l'expression de besoin du client afin de délivrer à la fin, au regard de cette expression de besoin, la bonne solution. Même principe avec le CASDAM, qui est une organisation aussi américaine. Donc là aussi, ce sont des moments d'échange entre nous tous et des moments d'échange au regard de l'expérience client, qu'elle soit américaine, européenne, car au final, les marques sont un petit peu partout et les problématiques les mêmes. Voilà. Et finalement, avant de lancer un petit peu Sylvie et Malika sur le droit, c'est très rapidement, vous savez tous, parce qu'on en a parlé souvent lors de notre nombreux webinaires, mais il est important de rappeler à cette étape-là l'importance du DAM et ce qu'est le DAM. Évidemment, aujourd'hui, si vous suivez un certain nombre de communications par différentes organisations, vous avez sans doute dû entendre parler de DAM 1.0, 2.0, 3.0. On va rester assez pragmatique et finalement, le DAM, c'est d'abord 2 choses. C'est un moteur pour ce qu'on appelle l'ensemble des médias, la capacité de prévisualiser un fichier, de pouvoir en faire ce qu'on appelle des dérivés et les fournir à travers des différents systèmes ou pouvoir les partager, mais aussi, et ce qui est une chose extrêmement importante, un moteur pour les métadonnées. Quelle que soit la technologie, quelle que soit l'expérience client, sans data, on ne va pas faire grand-chose. Et notamment au regard de notre sujet aujourd'hui, vous allez comprendre toute l'importance, effectivement, de ces métadonnées. Et finalement, comme lancement à travers, en tout cas pour parler de l'usage des droits, nous avons repris un rapport qui a été publié par la société Imatag, qui est une société qui vante une technologie afin de pouvoir suivre technologie et services, de fait, afin de pouvoir suivre le cycle de vie des médias, mais j'y reviendrai un petit peu à la fin de cette présentation. Et Imatag a sorti un très bon rapport justement sur l'usage des assets. Alors,
vous pourrez, dans le cadre de cette présentation, retrouver le lien de ce rapport qui est très complet, où notamment, une des données clés qui ressort, c'est qu'une majorité, c'est-à-dire pratiquement 97% des images publiées sur Internet n'ont pas de métadonnées. Donc, effectivement, on se retrouve dans cette problématique avec le DAM, où il est important d'apporter cette information. Et avant de lancer définitivement Sylvie, je vais vous proposer un petit sondage, voilà, que je vais afficher ici. Donc, en principe, vous devriez voir ce sondage. Et ce sondage, en fait, il vous pose une question très simple relative à cette gestion de contenu et des droits. Un contenu visuel dit libre de droit peut-il être utilisé sans autorisation? Vous avez 3 possibilités de réponse. Oui, à partir du moment où celle-ci est également libre d'accès. Oui, à partir du moment où le nom de l'auteur figure. Oui, si la photo est sous licence Creative Commons. Voilà, vous avez quelques petites secondes. À vous de jouer. À vous de jouer. Je te laisserai du coup commenter les résultats, Malika. J'ai le droit de participer? Alors, tout le monde a le droit de participer. Ouais. D'accord, je participe. Sauf moi. On est pratiquement dans du 30-30 là. Bon, je vais terminer le sondage. Donc voilà. Un petit commentaire, mesdames? Moi, non, mais par contre, je ne vois pas le résultat du sondage. Oui, voilà. Est-ce que vous voyez le résultat? Non? Non. Ouais. Voilà, maintenant, a priori, vous devrez pouvoir, tout le monde devrait pouvoir voir le résultat. Alors, Sylvie, tu veux commenter ou... Oui, oui, je veux bien commenter. Alors, alors libre de droit, moi j'ai compris la question que en fait libre droit c'est la traduction de royalty free. Donc royalty free, ça ne veut pas dire que c'est gratuit en fait. Libre de droit, ça ne veut pas dire que c'est gratuit malheureusement. C'est vraiment une mauvaise traduction de l'anglais qui a fait des ravages en France. Et donc même si l'auteur figure, on ne peut pas utiliser la photo comme ça, c'est pas possible. En fait, la réponse la meilleure, c'est la 3e, parce que dans la mesure où c'est une licence gratuite, maintenant, libre de droit, est-ce qu'elle est Creative Commons? Elles ne seront pas toutes Creative Commons, disons. Hein. Ça, c'est un peu le problème. Voilà. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Merci, Sylvie. Merci. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Malika, puisque effectivement, dans ce cycle de vie des assets, vous allez voir que les assets sont un petit peu partout et nulle part quelquefois. Et finalement, le regard que l'on va avoir ensemble aujourd'hui, c'est finalement au regard des régulations européennes dont nous parlera Sylvie, finalement, quelles sont un peu les bonnes pratiques, les méthodes, quels sont les outils qui sont mis à disposition, et peut-être un commentaire, Malika? Oui. Alors, justement, Google Images, c'est le vrai sujet. Alors, on a choisi de démarrer et de lancer en fait le sujet sur le droit, en particulier avec Sylvie, en démarrant sur les photos que l'on peut retrouver sur Google Images. Donc, je pense qu'on est certain à avoir des enfants, des ados. Dès qu'on leur demande d'illustrer quelque chose, hop, on fait une recherche sur Google et on récupère les images. Donc, il faut apprendre aux personnes à dire, non, on ne prend pas n'importe quoi, n'importe comment. Et une photo, il y a toujours un auteur derrière. Donc, il y a eu une grande bataille qui a été menée par un certain nombre d'agences en lien avec le CEPIC pour faire en sorte que, typiquement sur ce moteur de recherche qui est Google Images, on puisse valoriser le contenu déjà d'information des métadonnées dont on a parlé tout à l'heure dans les images et de faire en sorte qu'on puisse très vite, sur ce moteur de recherche, voir si on a un souci d'auteur, quels sont les droits qui sont rattachés aux images. Et voilà, donc c'est vraiment un début d'une sensibilisation par rapport à ce droit à image. Et je pense que là, je vais laisser la parole à Sylvie qui va peut-être nous en dire un peu plus sur cette grande bataille qui a été menée pour pouvoir avoir ces informations sur Google Images. Voilà. Oui, alors en fait, le screenshot que vous voyez là, les changements sur Google Images sont relativement récents. Et c'est grâce aux efforts du CEPIC, notamment, alors pas seulement le CEPIC, mais le CEPIC entre autres, et c'était l'un de nos chevaux de bataille, que le menu a été changé. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a 2 types de licences. Il y a une différence qui est faite entre les licences commerciales
qui peuvent être gratuites, hein, une licence peut être commerciale, peut être gratuite, hein, Ouais. mais qui souvent, la plupart du temps, sont rémunérées, et les Creative Commons qui, par définition, sont gratuites. Donc voilà, et là, ce qui est important dans ce drop-down menu, et c'est ça qu'on a essayé de faire comprendre par rapport à la version précédente, c'est que les images peuvent être sous licence. Parce que justement, depuis la création de Google, la manière dont Google présentait ces images, on avait toujours l'impression que tout ce contenu était là gratuitement. Voilà. Et donc là, ce petit changement dans le menu, c'est un pas dans la direction pour faire comprendre qu'une image est la plupart du temps protégée par le droit d'auteur et donc peut être l'objet d'une licence. Voilà. On verra ça un peu plus tard dans ma présentation. Allez, à toi, Sylvie. Oui, alors, on passe tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comme je l'ai dit, quand je me suis présentée très brièvement, ça fait 25 ans à peu près que je pratique le droit à l'image et le droit d'auteur. Alors, j'ai une formation de droit, mais je n'ai pas fait du droit à l'université. J'ai fait ça vraiment dans la pratique. Et c'est dans la pratique aussi que j'ai été en contact avec alors des gens qui s'y connaissent un peu en droit d'auteur, comme la Commission européenne, les institutions européennes, mais aussi beaucoup les usagers. Et c'est dans cette fréquentation avec les usagers que j'ai remarqué deux choses. D'une part, c'est qu'il y avait beaucoup de confusion dans les esprits par rapport aux notions du droit d'auteur. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, des questions très pratiques. Alors, soit très pratiques, du genre qu'est-ce que c'est qu'une licence, quel genre de licence je vais avoir besoin, ou alors des questions un peu plus générales. Existe-t-il un droit européen du droit d'auteur? Est-ce que c'est quelque chose de distinct du droit français? Voilà. Et la confusion que j'ai rencontrée le plus souvent, c'est celle entre droit d'auteur et copyright. Voilà. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que si on propose une formation à des usagers, c'est pas la peine vraiment de commencer par une présentation formelle, parce qu'ils risquent de ne pas retenir grand-chose. Il vaut mieux commencer par faire un petit peu de débroussaillage des concepts, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais dire par rapport à cette première slide. Alors, je pense qu'on peut passer à la suivante. Oui, voilà. Alors voilà, là, c'est les notions de base du droit d'auteur. On ne va pas tous les couvrir aujourd'hui, c'est impossible. Mais on va en couvrir les principales qui, à mon avis, si on les connaît à fond, ça suffit pour, en tant qu'usager, savoir, quand on a une photo en face de soi, est-ce que je dois faire attention ou pas? On peut passer à la prochaine slide, Frédéric. Oui. Alors, donc cette histoire de monkey selfie, c'est un peu le point de départ. C'est-à-dire que c'est une histoire. Je ne sais pas si ceux qui regardent ce webinaire, on connaît cette image. Elle est l'objet d'une bataille juridique depuis 6 ans, et puis elle est en existence depuis à peu près 10 ans. Et elle pose un certain nombre de questions assez intéressantes. Et si on arrive à y répondre à la fin de la formation, je pense qu'on a à peu près tout compris du droit d'auteur. Donc, l'histoire de ce monkey selfie est la suivante. C'est un photographe américain, David Slater, qui laisse négligemment traîner son appareil photo, un singe s'en saisit et se prend des selfies, plusieurs, dont l'un est là, figure sur cette slide. David Slater a commercialisé les photos dans plusieurs magazines pendant quelques années. Et puis un jour, Wikipédia a repris la photo, l'a publiée sans demander autorisation, sans licence. Du point de vue de Wikipédia, les singes ne peuvent pas être auteurs. Ce n'est pas du tout l'opinion de l'association de défense des animaux PETA, qui a également porté plainte en prétendant non, c'est le contraire, les animaux peuvent être auteurs. Et d'ailleurs, les droits de reproduction, c'est nous, en tant qu'organisation représentant les droits des animaux, les droits de reproduction nous appartiennent. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées aux juges qui sont assez intéressantes, qu'on peut se poser aussi bien en droit américain qu'en droit français, qui sont, l'auteur de la photographie, c'est qui?
C'est le singe ou est-ce que c'est le photographe qui appartient à l'appareil photo? Les droits de reproduction, à qui appartiennent les droits de reproduction? À qui appartiennent le copyright? Est-ce que c'est la même question? Est-il nécessaire d'obtenir une licence d'exploitation? Wikipédia répondait non. Si c'est pour un blog personnel, privé, sans usages commerciaux, si c'est pour une campagne publicitaire pour la défense des animaux, etc. Donc, c'est ce genre de questions typiquement qui se posent en droit d'auteur. C'est des questions assez complexes, mais finalement, quand on maîtrise 2-3 notions, on peut y répondre, à mon avis. Voilà. Alors, Sylvie, du coup, pour la photo du monkey, ça, je dirai à la fin, je dirai au fur et à mesure des présentations. Voilà. J'ai hâte. D'accord. Voilà. Alors voilà, donc la première confusion, c'est en effet la confusion entre le copyright et le droit d'auteur. Alors, pourquoi cette confusion existe? Voilà, c'est par ce genre de photo. La photo qui illustre cette slide, c'est une photo microstock. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vient sans doute de Adobe Stock ou peut-être de Shutterstock. Donc, c'est des agences américaines. Et quand on cherche copyright ou droit d'auteur, on tombe sur ce genre de photos. Donc, quand on veut illustrer le droit d'auteur, on l'illustre avec des photos de copyright. Donc, c'est de là que naissent les confusions dans l'esprit des usagers. Alors qu'en fait, le copyright droit d'auteur, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, le copyright, c'est un droit de droit commun, ça vient du common law. C'est essentiellement utilisé dans les pays de langue anglaise, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Australie et le Canada. C'est un droit qui a été créé en Angleterre. C'est un droit des publishers, des éditeurs à l'origine, pour protéger leur copie. Donc, c'est le droit de la copie, c'est copyright. Et donc, les éditeurs, les publishers, pour prouver que c'était leur copie, ils mettaient un petit C. Donc, il y avait l'obligation de mettre ce petit C qu'on connaît du copyright. C'est un droit essentiellement économique, donc qui est le plus proche qu'on trouve en droit français, c'est le droit de reproduction, ce que j'appelle le droit de reproduction. C'est un droit économique, donc il n'y a pas de droit moral de l'auteur. Au contraire du droit d'auteur, le droit d'auteur est un produit de la Révolution française. Donc, c'est un droit de propriété intellectuelle, c'est un droit humain. L'œuvre est considérée une œuvre intellectuelle qui sort de la tête de l'auteur, qui doit être protégée en tant que telle. Et donc, il existe un droit moral de paternité et de regard sur l'utilisation de l'œuvre qui n'existe pas en copyright. Par contre, pas besoin de mettre de petit c ou quoi que ce soit. Alors, je sais que l'usage le fait souvent, on utilise beaucoup le petit c, ça s'est répandu. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire pour le droit d'auteur. Voilà, donc ça, c'est 2 régimes différents. Mais ça ne veut pas dire que, bien sûr, ils ont été créés au XVIIIe siècle et depuis, il y a eu beaucoup d'harmonisation, notamment, comme nous dirait Malika, avec cette… Oui, tout à fait. Merci, Sylvie. Moi, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, nous, dans le cadre de nos interventions et de l'accompagnement que l'on fait au niveau des clients, j'interviens un peu pour pour sensibiliser par rapport au droit d'auteur, comment intégrer cette information-là dans le DAM. Et en fait, donc, ça peut faire peur en disant, là, j'ai le droit d'auteur, mais alors, et le copyright, c'est différent. Alors, ce qui rassure, c'est que la Convention de Berne a été signée par, je crois, autour de 176 pays, et que cette Convention de Berne permet d'avoir une passerelle, un pont entre le droit d'auteur et le copyright. Ce qui veut dire que les pays qui ont signé et qui respectent le copyright et qui ont suivi la Convention de Berne, donc il y en a à peu près 176, c'est pas mal, respectent aussi le droit d'auteur au sens français que nous avons. Donc voilà, ça rassure un peu, en particulier les entreprises aujourd'hui qui diffusent des visuels. Sur Internet, on ne peut pas dire j'ai le droit en France et qu'est-ce qui se passe dans mes filiales à l'étranger. Voilà, cet ensemble est assez lié quand même. Voilà, il y a une harmonisation du droit, mais après, il faut quand même faire attention. Alors, aussi, donc, en effet, la Convention de Berne et aussi le droit européen ont harmonisé ces régimes. Alors, aussi, autre chose pour tranquilliser les utilisateurs, c'est que ces 2 régimes du droit qui existent, en fait, par des cheminements parfois différents, arrivent à la même conclusion.
Et donc là, c'est l'exemple que je voudrais utiliser avec cette photo de Bernie Sanders. C'est une photo relativement récente qui a été prise lors de l'inauguration de Biden aux États-Unis. Donc voilà, une photo prise par un photographe de l'AFP, assez drôle, où on voit Sanders en train de dormir avec ses grands gants en laine. Voilà. Et alors, cette photo a été réutilisée sur l'Internet. Si vous faites Sanders Mitten, en anglais, M-I-T-E-N, vous allez trouver même une site dédiée avec tous les mèmes qui ont été faits de cette photo. Alors, on peut peut-être passer à la prochaine slide. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un mème. C'est des photos de caricatures qui sont réutilisées par les utilisateurs pour s'amuser. Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont le droit de le faire? C'est une photo officielle prise par un photographe de l'AFP lors d'une inauguration officielle, et puis on se moque de quelqu'un. Et la réponse, en fait, que ce soit le copyright ou le droit d'auteur, est la même, mais alors par des cheminements qui sont différents. Donc, aux États-Unis, ils utilisent le fair use. Alors, c'est pareil, je pense que tout le monde a entendu parler du fair use. Généralement, les utilisateurs s'y réfèrent toujours quand ils veulent utiliser une photo gratuitement. C'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Le fair use, ce n'est pas utiliser une photo gratuitement, mais le fair use permet en effet, sous certaines conditions, de réutiliser les photos gratuitement. Et c'est le cas des caricatures où la jurisprudence constante aux États-Unis, les mêmes tombent sous le fair use. Les utilisateurs peuvent s'amuser comme ils le désirent. En droit français, un cheminement un peu différent. Alors, le droit français, et puis c'est plutôt un peu fonctionne un petit peu comme l'orthographe, je dis pour faire simple, dans l'orthographe, c'est-à-dire qu'il y a une règle et qu'il y a des exceptions. Donc, la règle du droit français, c'est que les œuvres originales sont protégées par le droit d'auteur, mais qu'il existe des exceptions à ce droit exclusif. Et une des exceptions, alors c'est des exceptions limitatives, il existe un certain nombre d'exceptions limitatives, et une de ces exceptions, c'est celle de pastiche et de parodie, et là, bien évidemment, le même tombe sous l'exception de pastiche ou de parodie. Donc, en fait, finalement, même résultat, mais par un cheminement intellectuel un petit peu différent. Voilà, on peut passer à la prochaine slide. Oui, alors la prochaine slide, on entre un peu plus dans les notions. Je viens d'en citer la plus importante, qui est la règle de base du droit d'auteur. Et mon point de vue, très modeste, je pense que si on comprend bien cette notion, on peut comprendre comment quel type de photo est protégé ou n'est pas protégé. Alors, il y a deux notions à comprendre pour le droit d'auteur, deux notions de base. C'est celle d'auteur, et la deuxième, c'est celle d'œuvre originale. Alors, droit d'auteur, on pourrait penser que le droit d'auteur protège l'auteur. Non, c'est un petit subtil. Le droit d'auteur protège les œuvres originales. Et à partir du moment où l'œuvre est considérée originale, l'auteur devient un titulaire de droit, avec deux catégories de droits. D'une part, le droit moral, qu'on a cité précédemment, qui donne la paternité de l'œuvre et un droit de regard sur l'œuvre, sur la manière dont elle est utilisée. Par exemple, un auteur, un photographe pourrait souhaiter que sa photo ne soit pas utilisée pour une campagne publicitaire pour un parti politique qu'il n'aime pas. C'est du droit. Donc là, le droit moral qui est inaliénable, on ne peut pas l'enlever à l'auteur, et d'une part, les droits patrimoniaux cessibles, donc plus proche de ce fameux copyright anglais, et qui donc comprend ces droits de reproduction ou de représentation, donc communication au public dans le cas de la photo. Donc ça, c'est pour là. Alors, pour les auteurs aussi, à noter, c'est qu'il peut avoir pour une photo plusieurs auteurs. Dans le cas qui est présenté sur cette slide, on voit qu'il y a deux auteurs. D'une part, il y a François Jousselin, le peintre, un peintre qui a eu une petite renommée dans les années 60. Et la photo a été prise par son fils, David Jousselin, qui est photographe. Donc, il y a
potentiellement 2 auteurs. Et je dis bien potentiellement puisqu'il faut que l'œuvre soit reconnue comme originale. Original. Voilà. Donc, on peut passer peut-être à la prochaine slide. Voilà, donc là, on en arrive à cette notion d'œuvre et puis d'œuvre originale. Donc, le droit d'auteur protège, on l'a déjà vu, les œuvres de l'esprit. C'est une création de l'esprit, c'est une propriété intellectuelle. Et donc, elle le fait sans formalité, pas besoin de se petisser, du seul fait de sa création. Mais attention, il faut que l'œuvre soit considérée être originale. Et ça, c'est plus difficile comme on va le voir. Elle est protégée quelle que soit la forme, le genre, le mérite ou la destination. Ça veut dire que même si vous n'aimez pas la photo, vous la trouvez que c'est une photo moche, c'est pas une photo, alors que c'est pas une photo artistique, c'est une photo de votre voisin, il l'a prise de sa fenêtre, etc. C'est pas ça, ça n'entre pas en ligne de compte. Ça n'entre pas en ligne de compte. C'est pas ça qui. Et elle est protégée pour 70 ans après la mort de l'auteur. C'est aussi quelque chose à retenir. Donc, ça peut paraître très long pour la photo, 70 ans. Je veux dire, parce que surtout, une peinture, on comprend. La peinture, on comprend qu'elle soit, généralement, on comprend que une peinture soit protégée 70 ans après le décès d'auteur. Pour la photo, c'est moins compris. Mais alors, si je vous cite un certain nombre d'auteurs, vous allez comprendre qu'un auteur peut aussi aider à valoriser le patrimoine photographique. Par exemple, Doisneau, Cartier-Bresson. Bon, on passe à la prochaine slide. On arrive aux notions d'originalité. Voilà. Donc, le droit d'auteur ne protège que les œuvres originales. L'originalité, ce n'est pas une notion qu'on trouve dans la loi, c'est une notion qui est définie par la jurisprudence. Donc, du coup, il y a une jurisprudence assez intéressante à ce sujet. Bon, là, bien sûr, on n'a pas le temps. Dans le cadre d'une formation, on montrerait des exemples, on pourrait jouer avec, si vous voulez. Moi, ce que je dis d'une manière générale à monsieur tout le monde quand je parle de l'originalité, c'est qu'il vaut mieux partir du principe que la photo est originale. Parce que pour prouver qu'une photo n'est pas empreinte de la personnalité de son auteur, c'est assez difficile, en fait. Voilà. Alors, et d'ailleurs, le droit, le fameux copyright américain protège, qui ne connaît pas cette notion d'originalité, protège à peu près tout. Donc, d'une manière générale, c'est assez simple. Une photo, vous pouvez, sauf preuve du contraire, sera originale. Voilà. C'est la règle la plus sûre à suivre. Donc, on passe aux licences. À partir du moment où une œuvre est protégée, elle a besoin d'une licence. Et là, pareil, on constate un certain nombre de confusions. Alors, sur cette slide, je vais me concentrer sur 2 points. D'une part, la différence entre les licences d'exploitation exclusives et les licences d'exploitation non exclusives, qui peuvent être importantes pour la photo. La licence d'exploitation exclusive, c'est simple, c'est que la personne qui acquiert les droits ne sont qu'à elles-mêmes, donc on peut pas, l'auteur ne peut pas les céder à une autre personne. Ça peut être utile, par exemple, lors d'une campagne publicitaire. Généralement, les campagnes publicitaires, c'est des droits exclusifs. Vous n'avez pas envie, la société qui communique n'a pas envie que la photo soit réutilisée par son concurrent, donc c'est des droits exclusifs. Mais c'est vrai que de nos jours, et du fait de l'achat de photos sur les sites microstock type Shutterstock ou Adobe Stock, c'est vrai que la plupart des licences sont des licences non exclusives. Donc la photo, je pense que vous avez à droite là, et puis celle qu'on a montrée précédemment, c'est des licences non exclusives, c'est-à-dire que vous les avez téléchargées sur un site et elles seront téléchargées par quelqu'un d'autre qui peut être aussi votre concurrent une autre fois. Donc ça. Ensuite, notre confusion, bien sûr, c'est cette histoire de royalty free qu'on a vu lors du petit survey, là, de la petite, excusez-moi, comment on dit, excusez-moi, l'anglais le sondage, voilà, le petit sondage, royalty free, qui est souvent traduit par libre de droit en français, ce qui a créé beaucoup de dégâts. Libre de droit ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit à payer du tout. Ça veut simplement dire en fait que c'est une photo non exclusive. Si vous voulez être sûr de ne devoir payer aucun droit et que la photo est gratuite, il faut que ça soit une licence Creative Commons. La licence Creative Commons a été créée au tout début de l'Internet justement pour pouvoir partager
les contenus sans se poser de questions. Voilà. Et la dernière notion DR, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Beaucoup, là, je vois que Lionel Fauché a fait un commentaire. On reviendra dessus à la fin de la présentation. Je finis d'abord sur les licences. Les DR, c'est aussi pareil, quelque chose que vous connaissez pas, qui est assez répandu en France, malheureusement. On voyait ça souvent dans les publications, sous les photos, écrit DR. Alors, ce n'est pas de l'anglais, ça ne veut pas dire direct right, ça ne veut pas dire digital right, ça veut dire droit réservé. Et en fait, ce que ça signifie, c'est que dans la rédaction en question, on a publié la photo, on ne connaissait pas l'auteur. Et comme en droit français, il existe un droit de morale de l'auteur, dont le droit de paternité, et qui rend obligatoire la mention du nom de l'auteur, pour être tranquille légalement, les rédactions choisissent d'utiliser le mot DR. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ils se sont donné aucun mal pour trouver l'auteur. Et là, on arrive un peu au sujet des dames et de l'importance des champs, de renseigner les champs. Voilà. Oui, donc, moi, sur la partie du DR, je dis toujours aux entreprises, surtout quand on récupère des fonds historiques qui remontent, alors je parle vraiment de la photo même d'entreprise, hein, parce qu'une agence photo va vérifier un peu son contenu pour pouvoir le commercialiser. Mais une entreprise va récupérer des images en disant « Oh, ben tiens, on ne sait plus trop. C'est notre filiale dans tel pays qui nous a envoyé les photos. » Et donc, quand je parle de DR, on a l'impression que je suis magicienne et ça y est, j'ai réglé le problème. Donc là aussi, il faut faire très attention. Si l'ensemble des visuels d'une entreprise commence à sortir sur Internet ou dans des publications de rapports d'activité avec que du DR, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a vraiment, comme l'a dit Sylvie, il faut prouver une vraie recherche de paternité sur les images pour pouvoir mettre en fait le DR en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment à manier avec précaution, non pas par rapport justement aux dames où on peut garder cette information en disant on a un souci de droit et on ne sait pas qui c'est. En revanche, c'est vraiment sur la partie publication et diffusion sur des interfaces dames. Moi, je voudrais aussi rajouter sur la partie modification des images et du recadrage. Donc là aussi, on a aujourd'hui des images. Moi, je travaille particulièrement en ce moment sur un projet avec des journalistes et des photographes sur une plateforme. On distingue la production du contenu du journaliste en disant c'est de la photo d'illustration, donc je vais pouvoir, et je la poste en tant que telle, et je vais pouvoir la recadrer. Et il y a des photos où c'est vraiment la photo d'actualité, et là, je ne peux pas la recadrer. Donc, si je ne peux pas la recadrer, je ne peux pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Voilà, ça aussi, pour moi, c'est un sujet important à mentionner dans la partie des droits. Ça fait partie du droit moral. Hein. Donc, la modification d'une photo, ça fait partie justement du droit moral de l'auteur. Et là aussi, pareil, le droit américain est quand même plus flexible à ce sujet. Ouais. Voilà, on arrive en effet maintenant aux autres droits attachés à l'image. Alors, il n'y a pas que le droit d'auteur. Donc, vous avez vu, hein, finalement, il n'y a pas grand-chose à retenir dans le droit d'auteur pour savoir si une photo est protégée ou pas. Finalement, ce n'est pas très compliqué, le droit d'auteur. Par contre, ce qui rend ça plus compliqué par rapport à l'image, c'est qu'il y a beaucoup d'autres droits qui sont attachés. Et là, il faut vraiment faire attention. Alors, d'une part, ils sont listés ici. D'une part, il y a d'autres droits de propriété intellectuelle. Donc, on a déjà vu l'exemple avec la peinture qui est photographiée. Donc, le peintre lui-même a un droit dans son image. Donc, les droits exclusifs des artistes visuels et alors tout type d'artistes visuels. Des céramiques, vous prenez une photo d'une céramique, l'auteur de la céramique est protégé, il a un droit sur ces céramiques. Et les droits de ces auteurs visuels sont généralement, on les retrouve non pas chez des agences, les photographes sont représentés par des agences, sont gérés par des agences, soit ils les gèrent eux-mêmes, soit ils sont gérés par des agences, mais les droits exclusifs des artistes visuels sont gérés par les sociétés de gestion type en France ADAGP ou CEF. Il y a des droits aussi qui donnent pas mal de travail aux juges. C'est le droit au respect de la vie privée qui a été, de mon point de vue, renforcé par les droits des données personnelles depuis 2018.
droit au respect de la vie privée en France depuis tout le temps, pratiquement, et le droit des respects des données personnelles depuis 2018. Et alors, sur cette slide, je mentionne aussi le droit de propriété du fichier. Alors, parce que ça, il faut aussi quand même le savoir, hein, un fichier, notamment un fichier haute résolution, il appartient à quelqu'un. Et je vous assure qu'une agence qui n'arrive pour une raison ou pour une autre, ne pourra pas se défendre sur la base des droits listés ici, il leur restera toujours en dernier la possibilité de dire « ce fichier m'appartient ». Dans la formation que j'ai développée, je montre un exemple donc de jurisprudence actuelle. Donc, tout ce que je raconte, c'est pas, je le sors de la pratique. Hein. Donc, j'ai vécu des cas lors des 20 ans, des cas concrets où le problème s'est posé. Voilà, on peut passer aux exemples pour les autres droits attachés à l'image. Oui, alors ça, voilà, Monsieur Paille devant sa pyramide. Alors, des agences ont beaucoup souffert avec cet architecte. Pour certains architectes, c'est leurs droits sur les photos, c'est une seconde source de revenus. Monsieur Paille demandait des droits très élevés et beaucoup d'agences en ont souffert. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, comme je l'ai dit, ces droits sont gérés généralement par une société de gestion. Après, il existe aussi certains artistes visuels qui les gèrent eux-mêmes. Par exemple, Picasso, la Fondation Picasso gère les droits de Picasso. On peut passer à l'exemple suivant. L'exemple suivant, oui, alors, ça c'est le respect de la vie privée. Alors là, il faut vraiment faire attention. Et d'ailleurs, quand j'ai choisi cette photo pour cette présentation, sachant qu'il y avait une diffusion publique, j'ai bien choisi ma photo. Alors cette photo, aucun problème, c'est une photo sous licence. Alors par contre, elle représente des enfants en maillot de bain. Bon, il faut vraiment faire attention avec ce genre de photos. Elles peuvent donner à une avalanche de procès. Les photographes ont beaucoup de problèmes aussi avec les photos, surtout avec les photos d'enfants. Enfin, les réseaux sociaux, du fait des réseaux sociaux, il y a une espèce aussi d'hystérie autour de ce genre de photos. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention d'avoir les droits sur ce genre de photos, ou les avoir acquis dans une base de données, une banque d'images sérieuse. Enfin, je pense qu'elles sont quand même sérieuses toutes la plupart. Donc, fini, oui. Pour finir, donc en effet, j'ai dit que le droit à la vie privée avait été renforcé en France par le droit à la protection des données. Donc là… Oui, pardon, Malika, tu as une question? Non, je voulais juste rajouter quelque chose sur les photos des enfants. Donc, moi, j'ai un certain nombre de clients qui fêtent les familles. Donc, il y a vraiment des family days, des événements internes où l'entreprise convie les familles et prennent des photos avec les parents, les enfants, font découvrir les métiers aux enfants. Donc, moi, je trouve ça particulièrement super. Il y a de la prise de vue, il y a des photographes professionnels qui prennent en photo et ces photos atterrissent aussi dans le DAM. Donc là aussi, il faut faire attention comment j'utilise ces photos-là, pourquoi je les mets dans le DAM. Est-ce que c'est pour faire de la communication interne et par rapport aux personnes qui ont été là? Est-ce qu'on a fait signer des papiers par rapport à ça? Voilà, donc c'est vrai que c'est un sujet au-delà de la photo d'illustration que je peux acheter, je peux produire au sein même d'une entreprise des contenus avec des photos et des enfants en fait. Voilà, tout à fait. Il faut aussi savoir accepter que même si un modèle release a été signé en France selon le droit français, si un modèle release a été signé à un moment, donc par exemple les parents qui participaient à cet événement ont signé pour leurs enfants, on dit oui, je suis OK qu'on utilise la photo de mon enfant, ils peuvent le retirer à tout moment. Hein, ça, c'est une différence aussi avec les États-Unis. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important de nos jours avec la prolifération des images sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous remarquerez souvent les visages d'enfants sont floutés sur les photos. C'est ça. Alors le zoom. Zoom, ça c'est le grand sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez pris des screenshots de ce Zoom et si vous avez demandé les autorisations quand les gens se sont inscrits. Mais ça, alors ce genre de photos, on ne les voit pas tous sur Internet. Celle-ci, elle vient d'une pub. J'ai bien fait attention à la photo que je choisissais. Donc, on voit une pub je crois, pour un software de vidéoconférence.
Et alors, en fait, on voit bien sur cette photo que les gens sourient. Donc, il est très clair que quand on les a pris en photo pour le screenshot, ils étaient d'accord. Moi, pour le CEPIC organise des webinaires régulièrement. On fait toujours ça à la fin du Zoom. On prend toujours une photo de famille et on leur dit clairement, donc mettez votre caméra, on vous prie, on veut vous voir, faites un grand sourire et si vous ne voulez pas figurer sur cette photo, vous nous envoyez un petit mot et nous, on l'enlève. On l'enlève avant la publication. Mais les choses doivent être claires pour les personnes qui se font photographier de cette manière-là, que la photo doit être réutilisée dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la méthode soft, disons, hein, j'ai envie de dire, pour avoir l'autorisation. Si vous voulez vraiment respecter le droit à la lettre, il vaut mieux demander l'autorisation au moment d'inscription. Voilà, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Alors, surtout si vous travaillez pour un parti politique, là, je crois qu'il va y avoir des campagnes en France qui va commencer bientôt. Je sais que les partis politiques n'arrêtent pas de faire des erreurs sur ce genre de choses parce que c'est souvent des volontaires qui sont aux manettes. Et c'est là qu'ils peuvent avoir un maximum de problèmes avec la protection des données. Oui, mais c'est surtout qu'en plus, au niveau de l'entreprise, quand on enregistre un événement, on a un lien, en fait, on a un petit warning qui dit, voilà, on est enregistré. Mais par contre, il n'y a rien qui nous signale qu'une des personnes qui assistent à l'événement et qui voit un Zoom ou un Teams avec un certain nombre de visages fasse son screenshot de son côté et fasse un post sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est effectivement alerte. Ça fait des mois qu'on est sur des Teams. Voilà, je pense qu'on l'a tous fait en disant tiens, coucou, je t'ai vu là. Je fais ou l'apéro entre collègues parce qu'on n'est pas arrivé à le faire en sortant du bureau. Voilà, il faut vraiment faire attention à comment on communique sur ce screenshot en fait. Voilà. Donc d'ailleurs, ça nous mène à ma conclusion. Je crois que c'est ma dernière slide. Alors, est-ce que oui, ça bouge? Voilà. Alors là, on voit, donc c'est ma toujours question, c'est pour un peu regarder pour le futur. Nos visages de demain seront-ils artificiels? Donc, j'ai obtenu ces screenshots. On voit un algorithme d'intelligence artificielle qui crée les photos qu'on voit sur la droite, hein, qui sont tous des visages en fait de nulle part, qui ont été créés par un algorithme. Ce genre de technique va bientôt, bien sûr, en fait, sans doute, enfin, être déjà proposé de cette manière, régler les problèmes de visage. Je pense qu'il est possible que dans quelques années, on n'aura plus de modèles. C'est tout à fait possible. Hein. On n'aura plus besoin de… On n'aura plus besoin de demander des autorisations? Non, plus du tout. Même de travailler avec des modèles. Les algorithmes seront suffisamment puissants, ils font des choses vraiment très intéressantes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, et ça, c'est plus pour regarder vers le futur, et ça peut être, on va bientôt faire au CEPIC un webinaire sur ce sujet, c'est tout le droit autour de l'intelligence artificielle. Là, on peut reposer la question là, du singe, auquel d'ailleurs il faudrait que je réponde. Qui est l'auteur? Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que c'est la personne qui a créé l'algorithme? Donc, il y a tout un droit qui est en formation à l'heure actuelle. D'ailleurs, pour répondre au singe, parce que c'est vrai qu'on n'a pas répondu au singe, la réponse, c'est que selon le droit français, je pense qu'elle est assez claire, la réponse. C'est que comme c'est un animal et que ce n'est pas une personne humaine, il n'est pas l'auteur. On ne peut pas le considérer l'auteur selon le droit. Il ne peut pas être titulaire de droit. Et donc, par contre, le photographe à qui appartient le singe peut posséder les droits de reproduction. Par rapport au droit américain, ils sont aussi arrivés à la même conclusion pour ce malheureux singe. Ça a pris plusieurs années. Hein. Ça a pris, je crois, 6 ans. 6 ans dans les tribunaux et finalement, PETA a perdu, en fait. A perdu son… J'ai oublié de préciser l'origine, d'ailleurs, excuse-moi, Sylvie, du visuel. Oui, de ce… Oui, c'est une petite start-up Visual, c'est écrit V-A-I en majuscule pour Artificial Intelligence, Visual. Donc voilà, c'est une petite start-up qu'on peut retrouver sur LinkedIn. Voilà. À toi, Malika. Et le dame dans tout ça. Merci. Et le dame dans tout ça. Merci beaucoup.
Le DAM, comme l'a dit Frédéric, en fait, c'est vraiment une plateforme qui va permettre de centraliser, de centraliser ces médias et ensuite de les diffuser. Et donc, effectivement, cette notion de droit, donc on l'a vu, elle est très importante, elle est primordiale aujourd'hui, d'autant que quand on diffuse au niveau d'entreprises qui sont situées un peu partout, avec des bureaux un peu partout. Donc, du coup, la notion de metadata que l'on a vu tout à l'heure, on fait en sorte aujourd'hui, les 3/4 des solutions DAM, voire la totalité, le font aujourd'hui, permettent justement de gérer ces métadonnées dans les images. Le DAM permet de lire ces informations-là, de pouvoir les classer en lisant ces informations-là, mais aussi de classer, d'appliquer des restrictions quand on n'a pas les droits, d'appliquer des fins de droit, de cacher des visuels, etc. Donc aujourd'hui, les DAM ont la matière et ont les outils pour pouvoir protéger les éléments avant qu'ils ne soient diffusés. Et donc, le DAM permet aussi donc, de compléter ces métadonnées, permet d'enrichir les fameux champs IPTC, donc les champs qui font que ces informations sont encapsulées dans le fichier image. Et du coup, même quand l'image sort du DAM, donc vous l'aurez compris, pendant que l'image est dans le DAM, on affiche ces informations, on met les warnings, on protège et on fait en sorte qu'un visuel qui n'est pas accessible, qu'un problème de droit ne soit pas accessible aux utilisateurs de tel pays ou de tel profil, mais également encapsuler les informations dans les IPTC fait qu'on permet de faire suivre ces informations-là en dehors du DAM dans les IPTC. Et du coup, vous avez des solutions comme Imatag qui permet aussi de lire, et Google Images d'ailleurs, hein, de lire un peu ces informations-là. Mais Imatag fait encore un peu plus, et je vais laisser Frédéric détailler cette solution partenaire. Donc, effectivement, c'est aujourd'hui quand on veut vraiment essayer de comprendre le cycle de vie des assets et sa distribution, à un moment donné, l'image va sortir du DAM lui-même, du système. D'où la question, qu'advient-il de mes images, comment elles sont utilisées, référencées? Et c'est là où toute la magie de la technologie développée par Imatag intervient. Alors, avec un système cloud d'ailleurs, sur lequel vous n'avez pas besoin de DAM en particulier, puisqu'il suffit d'aller référencer vos visuels et aussi intégrer avec un certain nombre de DAM du marché, puisque là aussi, suivant un peu la vision de l'éditeur et des retours clients, une intégration est tout à fait possible. Donc là, bien entendu, vous pourrez retrouver sur le site d'Imatag nombre d'informations, de blogs, et toujours très intéressantes avec des études, des analyses. Et on voit que ce qui est intéressant sur la technologie Imatag, c'est qu'on va aller au-delà simplement de la métadonnée ou je dirais du vieux watermark. On va être sur un travail du pixel afin d'identifier la photo, et ce malgré des dérivés qui peuvent être avec des fortes taux de compression. C'est-à-dire que le résultat est extrêmement bluffant, même sur des photos Facebook partagées, recompressées, on arrive à identifier le visuel. On parle de métadonnées, bien entendu, le système va s'appuyer sur ces métadonnées, hein, et vous retrouvez que entre finalement la vue d'un photostation, la vue du DAM et la vue de l'Imatag, c'est aussi l'avantage de l'IPTC, c'est cette cohérence globale où l'information va suivre le fichier et pouvoir être lue par les différents systèmes, avec au final un tableau de bord qui va permettre facilement de voir l'évolution des photos utilisées, avec, comme par exemple, j'ai pris un exemple ici, où cette même photo, on voit qu'elle est utilisée sur différents réseaux sociaux ou sites Internet. Voilà. Donc, en tout cas, tout ce suivi de cycle de l'asset est extrêmement intéressant et finalement permet en tout cas d'avoir une sorte de contrôle, en tout cas, sur la diffusion depuis le DAM. Alors, on est un peu pris par le temps. On avait une question qui était, je crois que tu la vois, Sylvie, de Lionel. Oui, c'est un commentaire. Oui, alors voilà, en effet, il donne une précision sur les Creative Commons. Alors, en effet, Creative Commons, il existe il y a plusieurs niveaux de Creative Commons, hein. Quand vous avez sur leur site, vous verrez tous les niveaux. Avec un certain nombre d'obligations qui y sont liées. Et il y a quelques années, ils ont créé un Creative Commons d'usage commercial, hein. Donc, c'est pas parce que c'est gratuit qu'il n'y a pas d'usage commercial n'est pas possible, hein. Ça, c'est tout à fait correct. Ouais.
Tout à fait. Je suis J'ai tout à une fait petite- d'accord avec ça. Je ne l'ai pas dit parce que c'était pas. Il y a trop de choses à Parce dire, qu'on mais va le dire dans la formation. oui, voilà. Mais c'est tout à fait correct. Hein. Tout à fait correct. Ouais. Et notamment, on a un utilisateur aussi qui nous dit là, qu'il a reçu dernièrement un email de PixRights sur l'utilisation d'une photo prise dans Google. Donc là aussi, la question, c'est est-ce que c'est un vrai ou un faux mail? La personne s'est renseignée sur Internet, il voit qu'il y a… Enfin, globalement, c'est quoi un petit peu? Est-ce que c'est un vrai mail? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Oui, oui. Bon, alors PicRat, ils sont membres du CEPIC, donc c'est une vraie société, je vous assure. Voilà, c'est une société à l'origine américaine et viennent d'ouvrir récemment en Europe, plusieurs bureaux un peu partout, et puis font des ravages parce que c'est pas la première fois que j'ai ce genre de demande. Alors, oui, donc c'est un vrai mail. Ensuite, par rapport au contenu à la photo, je peux rien dire hein, parce que je connais pas le cas en question. Mais disons que c'est malheureux à dire, mais ce genre de choses, oui, je vais sur Google, je prends l'image, comme elle est sur Google, je pense qu'elle est gratuite, je vais l'utiliser sur mon blog. C'est pas si simple comme on l'a vu. Hein. C'est pas si simple. La plupart des photos sont protégées, donc je pense que PicRite, dans la majorité des cas, ils ont sans doute raison. Ils ont leurs avocats derrière. Donc moi, on peut négocier hein, par contre. Hein, sans que si vous demande 2 000 euros, vous pouvez facilement descendre à 200. Je le dis pas trop haut fort, mais c'est possible de négocier. Mais par contre, voilà. Enfin, le mieux, c'est de ne pas aller sur Google, mais de s'adresser à des banques d'images. Voilà. Alors, pour information, d'ailleurs, tous les visuels de cette présentation viennent d'Adobe Stock pour reprendre effectivement ta remarque. Voilà. Bah, merci bien en tout cas. Un point aussi pour Malika au regard, puisque pour aller au-delà finalement de ce webinaire, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses à dire, on est un peu pris par le temps. Chez Activo, nous avons pris effectivement les devants au regard de toutes ces problématiques et des demandes de nos clients dans l'organisation de formation. Voilà. Donc, en fait, on propose un module de formation qui est animé par Sylvie et moi-même pour accompagner les entreprises qui ne savent pas comment gérer un peu ce droit. Qui dit mettre en place un DAM dit produire des photos en numérique avec des collaborateurs en interne, des photographes professionnels, et puis acheter du contenu sur des plateformes type Shutterstock et de dire je mets tout ça dans le DAM, c'est super, et en plus je le diffuse, c'est encore plus super, mais quid au niveau des droits? Donc voilà, donc on a mis en place un module de formation dont le contenu s'adapte en fonction du secteur du client, du type de production, du type de visuel qu'il a, pour faire en sorte que les personnes qui vont gérer le DAM soient complètement à l'aise sur les bonnes questions à demander aux photographes pros, aux collaborateurs, etc. Et ce module, donc, c'est trois demi-journées sur la partie auteur. Et puis la dernière, vraiment, c'est le fait comment on intègre tout ça sur la plateforme DAM, qui est justement mise en place chez eux, avec les fameuses listes, qu'est-ce qu'on met dans la liste crédit, copyright, instruction spéciale, les mentions légales, etc., pour faire en sorte que ce qui est diffusé, ça rassure un peu tout le monde. Voilà, ce qui est diffusé, c'est écrit, c'est dans les champs IPTC, et on a toute l'information sur les droits, sur comment utiliser l'image. Voilà, donc vous retrouvez toute cette information sur notre site internet. Un mot quand même, excuse-moi Frédéric, pour terminer. Je voulais dire aussi que c'est une formation, je crois qu'on a compris dans ce que tu expliquais, c'est très pratique, hein, donc avec énormément de cas concrets tirés qui viennent de vrais cas, hein, sur lesquels les utilisateurs sont appelés à réfléchir et à apporter eux-mêmes leurs réponses. Donc, ce n'est pas juste une présentation. Oui, c'est un peu des modules de formation à la conduite du changement que Activo met en place. Donc, avec des cas pratiques, des visuels, des quiz ludiques, voilà, et qui se passent. Là, pour l'instant, on est vraiment sur du Zoom. Donc, c'est sur distanciel, mais on sait aussi l'appliquer en présentiel un jour. Alors, bien entendu, toute cette information, vous la retrouvez sur notre site avec un formulaire de contact pour préciser votre demande. Je repartage avec vous toute la partie blog où on essaie vraiment chaque semaine d'être témoin de cette expérience client à travers des projets, des témoignages dans différentes langues, ou en tout cas vous repartager
bien entendu, tous nos webinaires. La partie chaîne télé, où on vient de dépasser les plus de 100 000 vues. Donc, voilà, c'est aussi un pas de plus dans tout ce partage avec vous. Et on essaye, de façon qualitative, en tout cas, de proposer vraiment des contenus qui vous apportent et des réponses au regard de vos projets. Je terminerai par ce nouveau webinaire, alors cette fois-ci qui sera un peu en anglais avec trois utilisatrices et expertes finalement des systèmes d'âme et de leur intégration, de leur utilisation. Ça sera le mercredi 23 juin à 5 heures. Alors, on le fait en fin d'après-midi, là aussi un petit peu pour pouvoir côte comment je veux dire, est américaine, que les gens puissent se retrouver dans tous les cas, avec Jill, Lisa, Lija, qui est une dame manager chez Novartis, Céline, qui travaille aussi dans tout ce qui est fonds photo, et Jill, qui est une grande spécialiste dans tout ce qui est content marketing et aussi conduite de changement. Donc voilà, en tout cas, on aura le plaisir aussi de vous retrouver sur ces sujets-là en anglais dans le texte. Donc merci à tous et n'hésitez pas en tout cas de nous retrouver sur tous nos liens, que ce soit le site, LinkedIn, Twitter, on a vu YouTube, les podcasts aussi qui ont démarré en ce début d'année. Donc toujours plus de contenu et un grand merci en tout cas à vous tous de nous suivre et de nous retrouver chaque fois en ces occasions. Grand merci à Malika et un énorme merci bien entendu à Sylvie pour son expertise et son temps afin de partager toutes ces connaissances avec vous aujourd'hui. Merci Frédéric, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.